Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, une série inédite sur Géopolis Télévision. Nous allons à la découverte des champions bâtisseurs. De quoi s'agit-il? Notre pays a 2 345 000 km². Aujourd'hui, une partie est occupée par l'agression rwandaise. Mais en même temps, ce pays-là est en train de bouger de l'intérieur. Il y a des Congolais qui ont accepté de rentrer à la base, d'activer ce que nous pouvons appeler les niches de développement. Parce que tout le monde est venu à Kinshasa, évidemment fouillant la précarité, parfois la guerre, d'autres venant simplement à l'aventure. Mais Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo, ça reste ces territoires immenses qui ont besoin de notre travail. Nous avons décidé en tant que journalistes d'aller à la rencontre de ceux qui ont décidé de faire bouger les provinces, d'avoir des initiatives qui permettent la connexion entre les gens et le développement si possible. C'est ainsi que nous les appelons, tous ces Congolais, les champions bâtisseurs. Ils sont champions parce qu'ils ont accepté de s'investir eux dans un combat contre la pauvreté, dans un combat contre la précarité. Ils sont des bâtisseurs parce qu'ils ne font pas que parler. Le discours n'est pas simplement leur apanage. Quand bien parmi eux, il y en a qui parlent bien, mais ils ont mis la main à la pâte. Ils construisent qui d'un hôpital, qui d'une route, qui d'une boulangerie, qui d'un pont, qui d'une station d'essence. Énormément de choses se font aujourd'hui et nous avons le devoir d'accompagner ces Congolais qui, pour le peu qu'ils gagnent, ou pour l'influence qu'ils ont dans le pays, ils décident d'investir à l'intérieur du pays. C'est donc avec plaisir que aujourd'hui la première édition de cette série, parce qu'elle sera une série, nous irons partout dans le pays, nous allons découvrir et encourager ceux qui font quelque chose pour la population. Ils sont les champions bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'un d'eux, parmi ceux qui travaillent au quotidien avec la population. Il est venu aujourd'hui parce qu'il accompagne un grand projet et nous avons le plaisir de recevoir M. Godé Kankou. M. Godé Kankou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la télé. J'ai dû me battre beaucoup pour vous convaincre d'être là, mais c'est un grand plaisir de vous voir. Mais qui êtes-vous, M. Godé Kankou? De toute façon, votre visage ici, sur la scène politique congolaise, est connu. Vous êtes un économiste, donc vous avez un diplôme universitaire, vous avez beaucoup travaillé, mais vous commencez directement votre engagement public en participant à la conférence nationale souveraine. Vous y étiez déjà à l'époque. Ensuite, vous étiez à la présidence de la République, à l'époque la République du Zaïre, assistant du conseiller politique de Mobutu. Vous avez donc travaillé avec lui, ce qui vous a amené à la conférence nationale. Et puis après, on peut dire que vous êtes parmi les experts que le pays a parce que vous avez fait ce qu'on appelle la saga des ministères. Vous avez été au ministère des Finances, au ministère du Portefeuille, au ministère des Transports. Vous avez été aussi au ACRPT, donc au Conseil de la République, Parlement des Transitions. Vous êtes donc quelqu'un qui fonctionnait sur base de projets et vous les amenez jusqu'au bout. Alors, pourquoi nous vous avons appelé aujourd'hui? C'est parce que nous venons de faire un reportage en profondeur dans le Kasaï oriental. Et aujourd'hui, notre premier champion que nous allons vous présenter, et nous allons le découvrir dans un territoire, c'est le territoire des Miabi. C'est là où nous sommes allés d'abord pour pouvoir voir, parce qu'on avait entendu que des choses se faisaient. Et les champions que nous avons découverts là-bas, c'est l'honorable Kazadi Nicolas. Il était ministre des Finances il n'y a pas longtemps, mais sur terrain, son nom est ressorti et les ouvrages ont parlé. Avant toute chose, d'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que notre analyse de sentir que le pays bouge de l'intérieur est-elle valide? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays aujourd'hui? Oui, pour ne prendre que l'exemple du Kasaï oriental que je connais, les choses ont beaucoup bougé. Je citerai quelques cas. Le cas, par exemple, de l'aéroport international de Bipemba, qui est en train d'être achevé pratiquement, en pleine finition.
Ensuite, je parlerai aussi de tout ce qu'il y a comme infrastructure routière. Aujourd'hui, si vous allez à Mbujimaï, pour des gens qui ont été à Mbujimaï il y a quelques années, vous constaterez qu'il y a l'asphaltage des routes, à plus ou moins 35 km dans le projet Chile-Gelou. Mais je pourrais aller avec vous plus loin quand vous arrivez par exemple à Miabi. Vous allez constater effectivement que Miabi est asphalté à 30 km de Mbujimaï. Et en même temps aussi, vous allez voir qu'il y a un foisonnement de projets, je parlerai des PME, qui peut permettre à la population de pouvoir profiter de la création d'emplois, notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la construction d'une boulangerie, boulangerie industrielle, qui est en train d'être terminée. Je peux aussi ajouter le fait que la connectivité est devenue plus ou moins intéressante dans la mesure où aujourd'hui, à l'époque, le gouvernement avait commandé 500 ponts qui permettent à ce que dans différents territoires, là où il y avait des cours d'eau qui empêchaient une circulation, aujourd'hui il y a des ponts. Je citerai peut-être le cas du pont de Movonkacha. Nous allons parler de tout cela tout à l'heure. Nous avons le temps un peu d'en parler. Mais je disais que vous avez travaillé sur le projet avec l'honorable Nicolas Kazadi. Vous êtes vraiment parmi ceux qui étaient dans les secrets de tout ce qui va se faire. Mais la personnalité même de Nicolas Kazadi est quand même assez emblématique. C'est quel type de personne? Parce que selon les propos que nous lisons dans les réseaux sociaux, selon les personnes qui ont la force et le courage de les critiquer, on parle d'une personnalité arrogante, quelqu'un d'extrêmement dangereux, parce que, bon voilà, quelqu'un qui a touché à tout. En réalité, vous qui le fréquentez, c'est quel type d'homme? Évidemment, je pense que ces jugements proviennent des personnes qui ne l'ont pas connu ou qui ne le fréquentent pas de près. Je dirais que Nicolas Kazadi, d'abord, je l'ai connu personnellement. Aux études, on était ensemble étudiants à l'université de Brazzaville avant qu'il ne puisse continuer. On était à la faculté de sciences économiques avant qu'il ne puisse continuer vers l'Europe et connaître la destinée qui est la sienne. Je dirais que c'est quelqu'un d'assez honnête, affable, un homme très ouvert, mais qui a aussi cette qualité-là. Je pense peut-être que c'est pour cela que les gens ont cette image de froideur par rapport à lui, parce que c'est un homme des résultats. Ça, il est dans la culture des résultats. Généralement, quand il vous a confié un dossier, il veut être certain que les résultats sont là. Je ne parlerai pas des détails que vous connaissez, notamment dans le cadre de ses actions au niveau du ministère des Finances. En même temps aussi, c'est quelqu'un qui a toujours un profil de technocrate, d'autant plus qu'il a travaillé dans des institutions économiques au niveau international, notamment, je parlais... Donc, il doit avoir été affecté par toutes les attaques, appelé M. Lampadaire et tout ça. Ça doit l'avoir affecté, ou bien il est au-dessus de ces genres de critiques? Non, il est au-dessus de ce genre de critiques, d'autant plus que vous avez peut-être suivi, c'est quelqu'un qui a été amené en justice. Et il a accepté lui-même, d'ailleurs, en prenant une initiative. Si vous avez suivi la saga sur le dossier des forages et Lampadaire, vous allez réaliser qu'il a été le premier à aller vers le procureur général en disant oui, je n'ai rien à cacher. Et donc, bon, voilà, ça c'est aussi un peu des attaques par rapport à un homme politique. Mais nous pensons que la politique, elle est aussi comme ça. C'est un peu de bonne guerre. C'est lui qui veut te combattre, commencera par noircir ton image. Voilà. En tout cas, ils sont très nombreux, peut-être pas autant qu'on voulait, les champions bâtisseurs. Ils sont dans toutes les provinces. Aujourd'hui, nous commençons par le Kasaï, mais ils sont à l'Équateur, ils sont au nord au Bangui, vous le connaissez, ils se battent à vos côtés. Vous qui êtes dans cette population, vous savez qui est avec vous, pas tous ceux qui sont élus, pas tous ceux qui ont du pouvoir à Kinshasa, mais ceux qui sont rentrés et qui ont dit, écoutez, battons-nous ensemble, voilà les peu que j'amène, l'intelligence que j'amène, les partenariats que j'amène, je voudrais que nous bâtissions notre pays, parce que ça ne doit pas simplement être
une histoire d'une personne. Nous allons donc, dans cette série, je vous disais, faire justice aux champions bâtisseurs. Alors, le premier reportage que je vous convie à suivre, je vous demande vraiment d'être attentif. Nous sommes donc allés, Géopolis Télévision est allé au Kasaï oriental. Nous avons visité plusieurs territoires. Nous avons été à Miabi, nous avons été à Tchilenge, nous sommes restés en Bujumaï d'ailleurs de manière profonde, et nous avons même traversé la rivière. Pour aller vers Ngandajika qui est dans l'Omami. Mais tout ça, vous ne le verrez pas aujourd'hui, vous le verrez progressivement avec le temps. Mais aujourd'hui, je vous demande de découvrir le miracle de Miabi, parce que nous appelons ça miracle. Pour moi qui suis passé là-bas il y a une vingtaine d'années, je n'ai pas du tout reconnu l'endroit parce qu'il a été extrêmement transformé. Découvrons le premier des champions à Miabi dans ce film qui nous est très bien réalisé par M. Ntsase et sur une voix de Kayoa Chouchou. Suivons. Dans un pays vaste comme un continent, où les défis du développement se mêlent aux promesses d'un avenir meilleur, certains hommes et femmes ont choisi de ne pas attendre. Dans les provinces longtemps délaissées, leurs initiatives deviennent des phares qui redonnent sens à l'effort collectif. Ingénieurs, agronomes, enseignants ou médecins qui, loin des discours, investissent dans leur terroir pour y maintenir l'espoir et susciter le réveil des communautés. À Tchilenge, à Cabinda, à Miabi, à Ngandajika, à Uvira ou à Mbandaka, ils construisent des écoles, creusent des forages, lancent des entreprises locales et redonnent sens à un mot qu'on croyait oublié, reconstruction. Par leurs initiatives, des bâtisseurs rappellent qu'un pays ne se relève pas seulement par les grandes décisions venues d'en haut, mais par les mains et les rêves de ceux qui y croient encore, là-bas au cœur du Congo profond. Voici leurs histoires. Voici celles et ceux qui bâtissent le pays autrement. Au cœur du Kasaï oriental, Miabi s'éveille. Là où hier, la poussière marquait les routes et les espoirs, une voie nouvelle s'étend désormais sur plus de 8 km de bitume. Derrière cette transformation, un nom, un visage, Nicolas Kazadi, fils du terroir, qui a choisi de bâtir là où tout a commencé. Le territoire de Miabi est l'un des territoires phares de la province du Kasaï oriental. Situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Mbujimaï, il s'étend sur un vaste plateau verdoyant entre rivières et vallées fertiles. Le territoire est traversé par plusieurs cours d'eau, dont la Loubi et la Mouya, qui favorisent une agriculture rivière dynamique. Le nom de Miabi tire son origine du nom Miabi en Chiluba, qui signifie arbre aux feuilles larges ou lieu d'ombrage. C'est le berceau du royaume fondé par Kazadi Diofwa, ancêtre du clan Kazadi, l'une des plus anciennes dynamiques Luba du Kasaï. C'est une terre à forte symbolique historique, liée à la résilience coutumière et à la préservation des traditions Luba. Ces dernières années, Miabi a connu une relance d'initiatives locales de développement, notamment grâce à des acteurs publics et privés engagés dans la modernisation du territoire. C'est le cas de Nicolas Kazadi, qui s'est investi dans la transformation de cet espace avec une grande détermination, au point qu'il apparaît sans contexte comme le champion bâtisseur du Kasaï. À Miabi, il n'a pas seulement refait les routes, il a ouvert les chemins de la dignité, une station d'essence pour alimenter le mouvement. Nicolas Kazadi kichilo bucha moyena Miabi, kuidi muveni bwango bwakoyela moyena Miabi mu mesu, wal moyena Miabi vompofu ye wata beji moyena Miabi. Wata baji wa munyi binti malmi paji Nicolas Kazadi mvona bwa ngula Miabi wakaje Miabi kufila moyo mu Miabi bwalu mvolufu muvwa mu chisuku chiteka mu cha kwikala chi baba shebe bantu mwabewu
Voilà, cette fois-ci, il y a une bonne sécurité, il y a des policiers parce qu'on arrachait des motos et on arrachait des véhicules. Les malfaiteurs et les bandits faisaient tellement du mal aux gens ici parce que c'était une forêt. Maintenant, nous avons des routes asphaltées. Il nous a ramené des boulangeries, il nous a ramené des chambres froides à Miabi. Nous avons une station de carburant ici pour que les automobiles viennent s'approvisionner ici. Plusieurs choses qu'il a fait ici. Je vais conseiller aux habitants de Miabi, nous avons intérêt à protéger tout ce qu'on est en train de faire, d'en faire bon usage. Plusieurs habitants de ce territoire qui nous ont quittés parce qu'il n'y avait pas de boulot. Et là, Nicolas Kazadi est venu pour créer des emplois pour les habitants de Miabi. C'est à nous d'entretenir tout ce qu'il est en train de faire pour Miabi. Et nous allons dire merci au président de la République de nous avoir envoyé Nicolas Kazadi pour tous ces travaux qui fait du bien. Route totalement asphaltée qui traverse la cité comme une promesse d'un avenir radieux. Tout de suite, on se rend compte que le type de goudron choisi a tenu compte de la nature du sol. Se trouvant dans une zone tropicale, le bâtisseur a construit un drainage adapté. Route intégrée au relief, elle a choisi une topographie naturelle pour limiter les coûts et les risques d'effondrement. Selon les informations recueillies sur place, on constate que cette route a une structure technique solide dont les différentes couches ont été respectées, notamment la fondation, la sous-base et la couche de roulement. D'une largeur de chaussée adaptée d'au moins 6 mètres, la route permet le croisement des véhicules, voire même les accotements stabilisés. On est loin des routes à usage unique que des prédateurs sèment comme de la paille à travers la République. Cette route a été faite avec professionnalisme. Même en accédant aux informations qualité-prix, on reste dans les proportions raisonnables. La transformation de Miabi est spectaculaire du fait du passage de cette route qui augmente l'éclat de la cité et qui devient le nouveau lieu de la mémoire et de la socialisation. Sur la voûte principale, on découvre un autre édifice destiné à abriter une boulangerie moderne. Oui, une boulangerie moderne pour nourrir le quotidien. Il a fallu penser comme un économiste pour saisir l'impact de cet investissement, car la boulangerie va jouer le rôle d'un catalyseur économique local par la création d'emplois directs, les boulangers, les vendeuses, les livreurs et les techniciens. Il y a aussi l'effet d'entraînement pour les fournisseurs de farine, du bois, de la levure ou du carburant qui bénéficieront ainsi d'un nouveau marché. Dans beaucoup de villages du Kasaï, le pain vient de Mbuji-Mayi, voire de Kananga, transporté sur des routes coûteuses et parfois impraticables. Cette initiative va réduire la dépendance aux villes, va stabiliser les prix en supprimant les frais de transport, et ce qui peut être une innovation, c'est le fait que la boulangerie peut utiliser les farines locales pour essayer d'autres recettes et pouvoir les adapter à la région. Quand un four électrique est là, il y a déjà la farine, du sel, tout est déjà là. Oui, four électrique. Ça, c'est notre four électrique. Ce sont des fours électriques. On n'a jamais vu ça ici à Miabi. C'est notre première fois de voir ça. Ça va servir à nous donner le pain. Parce qu'ici, on n'a jamais vu ça. Grâce à l'excellence de M. Nicolas Kazadi, toute la population de Miabi voit ça. Ici, on va travailler avec des sources. On va travailler avec le groupe électrogène, avec le central hydraulique de Toubitoubidji. Tout le grand voit là-bas, dans le versaire. Il va quitter dans le versaire vers la boulangerie. Ici, c'est dans la logette. Pour le central solaire. C'est les centrales qui amènent les courants en Mbuji-Mayi. On a laissé des cabines à Miabi, Katende. C'est qu'on a appris pour utiliser à la boulangerie avec le groupe électrogène qui est là. Ici, c'est le central solaire. Et ça, ce sont des accumulateurs. On a 14 accumulateurs ici avec les ondulaires électriques.
Ce sont des ondulaires automatiques. Ça travaille automatiquement. Ça prend le courant qui quitte vers les centrales solaires, ça entre ici dans les accumulateurs. Et puis, ça quitte vers la chambre froide, que nous appelons frigo. Ça, c'est la chambre froide qui fabrique des glaces. Là-bas, on va juste refroidir de l'eau. Ici, ça fabrique des glaces. On met des Thomson ici. On met des choses là pour le garder ici. Ça, ce sont des malaxias qu'on va placer dans la boulangerie. Ayant ainsi posé les jalons d'une économie avec des effets d'entraînement évidents, le bâtisseur a poursuivi sa quête par l'acte majeur de construire le pont avec l'avenir par l'édification d'une école au sein de cette cité Miabi, dans le but de permettre à des centaines d'enfants d'accéder à l'instruction. Une école pour éclairer l'avenir des enfants. Un centre de santé pour redonner souffle à la vie. Dans chaque pierre posée, dans chaque chantier lancé, se lit une conviction. Le développement n'a de sens que s'il part du village, du peuple, du sol natal. Pour Nicolas Kazadi, reconstruire Miabi, c'est rappeler que l'amour du pays ne se proclame pas, il se prouve. Et à travers son exemple, Miabi devient plus qu'un territoire. C'est un symbole, celui d'une RDC qui se relève, bâtie par ses propres fils, par ces hommes et ces femmes qu'on appelle désormais les champions bâtisseurs. Dans cette aventure du développement, on voit bien que des projets encore gigantesques sont en voie d'être réalisés, comme l'érection de 3 stades dans 3 autres territoires. À ce jour, selon les responsables du projet, les matériaux sont entreposés au dépôt PEMCO à Mbuji-Mayi. Déjà, les maquettes en 3D sont disponibles. Dans cette quête de vérité pour l'histoire et des modèles pour l'exemple, le nom du professeur Jacques Kazadi Ndouba apparaît comme la manifestation de l'amour filial, le don à la mémoire collective pour ce grand scientifique dont le patrimoine est accordé à une belle école de Miabi. Belle bâtisse, construite par les jeunes du service national sous la conduite du général Kabouit. C'est un bijou planté dans cette verdure au milieu des maisons et des champs de maïs. École moderne en pleine campagne avec des enfants heureux d'accéder au savoir dans un environnement sain. À Miabi, la construction de cette école offre une chance de scolarisation pour les jeunes du territoire de Miabi et des environs selon les mentions. Comment ne pas apprécier la valorisation d'un éminent professeur, fils du terroir, dont le rayonnement a traversé les frontières nationales. Donner ce nom à l'école pour encourager l'aspiration et l'excellence académique, renforcer le sentiment de fierté locale et inspirer les élèves. Le préfet de l'école, professeur Jacques Kazadi Ndouba, s'explique. Notre école, c'est l'Institut Prof. Jacques Kazadi Ndouba Wadjile. L'école est construite ici dans le groupement de Bakwakasansede, cité de Boya, territoire de Miabi. Nous sommes dans la province éducationnelle Kasaï Oriental 2. Notre école, le bâtisseur, celui qui a la main-d'œuvre utilisée pour construire le service national, mais par le concours de notre honorable Nicolas Kazadi. Cette année scolaire, à l'Institut, nous avons 444 élèves. Nous avons au total 6 sections. Nous avons électricité générale, mécanique générale, agriculture générale, pédagogie générale, commerciale et gestion et l'option sciences. Et nous sommes la première école ici à organiser les options techniques, comme l'électricité, la mécanique. C'est la première fois que ces options-là existent ici. Avant, c'était seulement les options au caractère général. Et maintenant, avec le concours de notre honorable, ce qu'il a fait, nous sommes en train d'organiser maintenant la mécanique générale et l'électricité, ce qui est du nouveau vraiment pour notre coin. Ça, c'est la 3e année d'existence. Nous avons commencé en première, nous sommes en progression. Cette année, nous avons la 3e électricité, mécanique et agriculture. Nous sommes en progression. L'impact immédiat, c'est que d'abord, comme vous le constatez bien, c'est implanté un peu à un cadre un peu éloigné de la ville, comme vous l'avez dit. Le souci, c'est comme le président de la République le veut, offrir un enseignement de qualité
à tous les enfants congolais et des coins et des recoins du pays. C'est comme ça que cette école a été construite ici pour fournir aussi un cadre de confort aux enfants pour apprendre dans de bonnes conditions, comme vous pouvez les constater dans les salles de classe. C'est une école de l'État, une école publique non conventionnée qui jusque-là n'est pas encore prise en charge par l'État congolais. Et nous réitérons toujours notre demande pour que les personnels de cet établissement soient pris en charge par les trésors publics. Oui, pendant ce temps que nous ne sommes pas encore pris en charge par l'État, c'est l'honorable Nicolas qui nous vient en aide chaque mois. Il nous vient en aide pour subvenir un tout petit peu aux besoins des enseignants pour pouvoir continuer à dispenser l'enseignement aux enfants. Ce que les parents donnent, c'est vraiment insignifiant, puisque le but, ce n'est pas de rançonner les parents, le but, c'est leur offrir un enseignement de qualité aux enfants. À son approche, le bruit cesse. Il répond au nombreux. Bonjour, messieurs. D'abord, c'est un message de gratitude, de remerciement pour le soutien qu'il ne cesse de faire à l'école, les efforts qu'il fournit toujours pour l'avancement de cet établissement. Et nous lui demandons de ne plus s'arrêter là. Nous lui demandons d'aller de l'avant, puisque comme vous voyez, notre école n'est pas électrifiée. Pendant qu'il y a le courant ici, nous n'en avons pas ici. Les options techniques que nous avons, ça demande de faire le courant. Nous n'en avons pas ici. Si vous voyez l'endroit où se trouve l'école, c'est un endroit, on dirait un désert. Il n'y a pas d'eau. On souffre beaucoup plus pour que les enfants aient de l'eau à boire. Au chef de l'État, nous lui disons aussi merci pour avoir pensé à construire cette école ici, dans le groupement des Boko 407D, territoire de Miabi. Nous lui demandons de continuer toujours à fournir ses efforts pour offrir l'enseignement de qualité aux enfants congolais et chercher aussi à prendre en charge les personnels qui interviennent dans l'enseignement. Si quelqu'un travaille et il a son salaire, il a le courage de se dépasser pour faire mieux. Alors nous lui demandons, nous connaissons sa bonne volonté, qu'il puisse quand même penser à prendre en charge tous les intervenants de l'enseignement. Après la drogue, l'origine. Après l'origine, les secteurs. Après secteur. Comment raconter l'histoire de cette petite fille qui faisait 4 heures par jour pour aller à son école dans ces vallées en période de chaleur ou de pluie? Elle n'arrive pas à exprimer sa gratitude à l'égard du promoteur. Quand j'étais en train d'étudier à l'Institut de Miabi, j'ai quitté très tôt matin. Je faisais des heures du temps des marches à pied parce que c'était trop loin. Je quitte sa maison à 6 heures, j'arrive à l'école à 8 heures. Il y avait une très grande distance à marcher à pied, ceux qui n'avaient pas de force n'y parvenaient pas. Nous disons grand merci à Nicolas Kazadi, il nous aime. C'est pour cela qu'il nous a rapprochés de l'école. Très émouvant quand on entend une petite fille comme ça vous dire net, je faisais 2 heures pour aller à l'école, 2 heures pour rentrer. Maintenant, l'école est à disposition, c'est à côté. Il n'y a pas moyen de dire bravo. Qu'est-ce que vous dites vous-même de tout ça? Non, c'est quelque chose d'assez émouvant, surtout lorsque, comme moi, vous avez connu l'avant, comme on dit. Et maintenant, nous sommes dans l'après. Et dans l'avant, c'était pratiquement la petite brousse là-bas. Il n'y avait pas grand-chose en termes de scolarité. On a même connu à l'époque, lorsque nous avions commencé à aller là-bas pour la campagne en 2023, on avait connu des situations où vous aviez des élèves qui se mettaient soit à même le sol, soit sur les troncs d'arbres. Donc, lorsqu'on voit ça, on doit dire bravo. D'autant plus qu'il faut toujours se mettre dans la logique des gens à qui le chef de l'État
a eu l'avantage de donner des responsabilités. Alors, ces gens, comme lui, se sont retrouvés dans une situation où ils se disent, parce qu'il faut reconnaître que l'honorable Nicolas Kazadi, c'est un Quinois. Il est né à Kinshasa, il n'a jamais grandi au village. Mais avoir ce réflexe de dire, écoutez, il faut quand même qu'on reparte vers nos sources, comme vous l'avez dit dans les reportages, et en même temps aussi avoir cet avantage de dire, tiens, mais par rapport à ce que nous vivons dans les villes modernes du Congo, comme Kinshasa, Lubumbashi, etc., nous n'avons pas encore atteint ça au niveau de Miabi. D'où cette décision de poser des actes qui nous rapprochent plus ou moins vers la modernité. Alors, donc, la question que tout le monde va se poser, ça a demandé énormément de moyens. Comment vous avez bouclé les financements? Est-ce qu'il a payé tout ça de sa poche? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez bouclé? Oui, effectivement, le ministre des Finances qu'il était appartenait d'abord à un gouvernement. Et le gouvernement a arrêté certains projets, comme par exemple le PDL 145 territoires. Alors lui, en tant qu'une des autorités de tutelle du PDL 145 territoires, a bougé au niveau du gouvernement, a obtenu l'aval pour qu'on puisse poser certains actes en finançant, en finançant par le trésor public. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître aussi qu'il arrive toujours un moment où il y a quand même la nécessité que la personne qui, comme on dit, a mouillé son maillot, puisse intervenir, parfois aussi par ses propres moyens, comme on le dit dans ces reportages, par le préfet qui dit, ben voilà, la prise en charge de cette école qui n'a pas encore été mécanisée au niveau du ministère de l'enseignement, il est obligé, lui, de mettre la main à la poche pour pouvoir payer les salaires. Ce qui est quand même assez lourd sur la poche de quelqu'un. Alors quand vous regardez ces images-là, nous avons filmé, il y a près de 2 mois, on approche 2 mois maintenant, 1 mois et demi. Je suppose que les travaux ont continué. Qu'est-ce qui a été encore ajouté aux images que nous avons vues là-bas? Oui, et il est vrai que peut-être qu'avec le laps de temps qui vous a été imparti, vous n'êtes pas allé trop loin. Parce que Miabi, c'est quand même un grand territoire. On peut dire que Miabi, aujourd'hui, en tant que territoire, avoisine plus ou moins la superficie de la ville de Kinshasa. Et donc, vous n'êtes pas allé dans d'autres secteurs, comme on dit chez nous. Nous avons 4 secteurs. Je vous dirais, par exemple, que nous avons le secteur de Movonkacha, où on a installé un pont qui a inauguré, qui a permis maintenant à la population de traverser d'une rive à l'autre. Parce que c'était assez émouvant d'apprendre que en temps de pluie, quand il y a la crue, les enfants ou les personnes qui se hasardaient à traverser la rivière, ils coulaient, ils se noyaient. Donc, il y a eu des actes qui ont été posés là-bas. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, à quelques jours de l'inauguration de la boulangerie industrielle dont vous avez parlé là-bas. Donc, pratiquement, beaucoup de travaux ont été faits. Et ce n'est pas tout, parce que lui, il raisonne, vous savez, l'honorable, c'est un ancien du PNUD. Donc, le PNUD, c'est une des institutions économiques spécialisées des Nations Unies qui travaille beaucoup sur l'économie. Parce que, bon, c'est bien, on est content d'avoir de bonnes infrastructures, on est content d'avoir de bonnes routes, encore faudrait-il qu'il y ait une activité productive. Et donc, au-delà de la boulangerie, il est en train de vouloir installer dans quelques mois une limonaderie qui va permettre à ce qu'il y ait des emplois et qu'on puisse, on peut dire, des produits économiquement achetable, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une petite bouteille de coca, l'équivalent du coca, à 5 000 francs
comme on avait connu ça. Oui, mais au Kasaï, c'est quand même, ça coûte cher, la vie est extrêmement chère là-bas. Oui, c'est à cause de l'enclavement. Oui, Le Kasaï est absolument. une province qui a été enclavée, mais beaucoup d'efforts ont été fournis aujourd'hui. Je crois que vous voyez un peu même certains... Oui, grâce à ces images, nous constatons que ça bouge à l'intérieur du pays, qu'on a besoin finalement des main-d'œuvre, qu'on a besoin des cerveaux pour venir reconstruire le pays. Alors, quel message vous pouvez lancer à tous ces jeunes qui ont fui le Kasaï parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y a pas d'ouverture, qui sont ici et souvent même dans la détresse parce que parfois ils prennent des risques de rouler sur, de chercher à manger dans des difficultés avec des accidents, etc. Quel message vous pouvez envoyer aux jeunes Kasaïens qui sont à Kinshasa au regard de ce que vous faites déjà sur place? Oui, nous avons cet avantage aujourd'hui de constater qu'il y a une nouvelle vague qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un message que je veux donner à tous les jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous pouvez, à travers certains métiers, comme le métier de l'agriculture, avoir une production. Moi, je vois aujourd'hui au niveau de certaines villes, des jeunes, je vous donne un exemple, des jeunes qui produisent la pâte d'arachide. Mais la pâte d'arachide peut être utilisée pour la tartiner dans ce pain-là, dont on a parlé dans les reportages au niveau de la boulangerie. Mais ça, c'est des jeunes qui comprennent qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse ir vers l'intérieur, qu'on puisse combattre plus ou moins l'exode rural parce que parfois, je me demande même si dans la ville de Kinshasa, la plupart des motos qu'on a surnommées par une expression de chez nous, la plupart des Wewa, est-ce qu'ils sont dans une rentabilité? Surtout que vous avez à peu près 10 000 concurrents en termes de motos. Je crois qu'au début, c'était peut-être rentable, mais maintenant, ça devient très compliqué pour avoir un client et à partir du moment où ils sont suffisamment nombreux, il n'y a pas la demande faiblit et les risques d'accident, les gens ne prennent plus beaucoup la moto. C'est ça. Et puis, si vous avez visité Mbuji-Mayi et Miabi, il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Il n'y a pas de voiture non plus. Pourquoi voilà. Donc, tous les Kasaïens là n'ont pas acheté des voitures pour mettre chez eux. Oui, on s'est dit que, bon, évidemment, nous avons commencé tout un cycle. C'est un cycle économique et que quand il y aura un foisonnement des PME, PMI, certainement que les gens vont maintenant changer de catégorie. Vous avez sociale. Oui, vous avez travaillé au portefeuille, donc vous connaissez à peu près la configuration des entreprises. Donc quand nous regardons Miabi, Miabi c'est entre deux sites miniers. Oui. Vous avez Chiboué avec Sassim et vous avez Miba. C'est vraiment au milieu de ces deux-là. Oui. Quel est l'avenir finalement minier du Kasaï? Est-ce que les deux sociétés peuvent se relancer? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir pour la Miba? Oui. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement à l'époque comme, on peut dire, responsable de la CTCPM au ministère des Mines. Nous avions effectué à l'époque un voyage en Afrique du Sud où nos partenaires sud-africains nous avaient amenés dans une école de la fondation Oppenheimer, qui sont des responsables de la DBIRS ou des actionnaires. Nous avons été dans une école où nous avons trouvé une centaine de jeunes noirs sud-africains qui étaient en train de tailler le diamant en plein Johannesburg. Donc, moi, je pense que si vous voulez que je donne un avis aujourd'hui, aussi bien à la MIBA qu'à la SACIM, il faut qu'on dépasse ce niveau de production de diamants à l'état brut, surtout lorsqu'il s'agit de la joaillerie. Il est souhaitable qu'on puisse les chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur, c'est notamment la taillerie des diamants. Et vous voyez bien que lorsqu'on est dans la joaillerie, le prix du diamant de base, le diamant brut, peut être multiplié par 5, voire même par 10. Donc moi, je donnerais ce type de conseils par rapport à notre avenir. La MIBA fonctionne sur les diamants industriels, hein, donc comment on fait avec ça? Bon, je n'aimerais pas citer certains noms
des personnalités de ces pays qui avaient ramassé un très gros diamant de joaillerie. En Bujimaï. Oui, en Bujimaï. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on peut avoir peut-être 80-85% de diamants industriels, donc les bords comme on l'appelle, mais le reste c'est la joaillerie. On a aussi la joaillerie aussi bien à la Sassim, à Chiboué, qu'au niveau du polygone de la Miba. Mais j'ajouterai un élément fondamental. La Miba ne s'arrête pas là. J'en étais moi-même à un moment donné en tant que conseiller au portefeuille administrateur. Donc vous allez voir qu'au niveau du Kasaï aujourd'hui, nous avons le nickel-chrome de Nkonko Luchacha. Et le nickel-chrome, c'est parmi les minéraux rares qu'on peut aujourd'hui exploiter. Nous avons, quand vous allez par exemple au niveau de l'Uebo, nous avons là-bas le fer au niveau de l'Uebo. Et le fer de l'Uebo, à l'époque du maréchal Mobutu, l'étude a déjà été menée, les réserves sont certifiées. Il s'agit tout simplement d'investissement. L'investissement, voilà. En tout cas, M. Doudé Kankou, vraiment, je suis heureux d'avoir eu ce moment avec vous parce que vous nous avez ramené un peu d'espoir dans ces moments difficiles où le pays traverse une crise sécuritaire aiguë. Il y a quand même des endroits où les gens continuent à œuvrer pour le développement. Alors, à tous les champions bâtisseurs, vous qui nous suivez en cet instant, vous êtes au Bandundu, vous êtes à l'Équateur, vous êtes au Katanga, vous êtes même au Kasaï. N'hésitez pas à contacter Géopolis. Nous sommes prêts à venir pour voir ce que vous faites pour la population, mais surtout aussi pour écrire d'une longue plume les actes signalés que vous aurez posés. Alors, je voudrais peut-être vous demander d'encourager peut-être ceux qui hésitent encore, qui ont de l'argent dans leur maison, qui ont de l'argent à l'extérieur, qui hésitent encore de revenir et d'investir à côté des populations, un message pour eux. Oui, moi je pense que, M. Willy, vous avez parlé d'une crise sécuritaire. Pourquoi on nous fait la guerre? On nous fait la guerre à cause de nos minéraux, à cause de nos richesses. Mais comment comprendre que les étrangers nous agressent pour nos minéraux et que des personnalités qui viennent de différents pays comme l'Inde, comme le Liban, comme la Chine même, puissent partir de longues distances, parcourir les longues distances dans le monde pour revenir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, tout de suite, ils se mettent dans l'activité soit minière, soit industrielle. Ça veut dire que le pays a un potentiel. Un pays de plus ou moins 120 millions d'habitants aujourd'hui a aussi un marché. Hein, j'ai connu dans le passé un ami qui travaillait dans une brasserie qui est l'équivalent de Bralima à Brazzaville. Il me disait toujours, un ami hollandais, il me disait toujours, mon rêve, à chaque fois qu'on publiait les chiffres annuels au niveau de la Hollande, mon rêve, c'était quand est-ce que j'irai à Kinshasa. Parce que Kinshasa avait les grands marchés, 20 millions d'habitants. Marchés. Voilà. Et donc, nous avons un grand potentiel. Je sais que dans ces pays, il y a beaucoup de grandes personnalités politiques et personnalités d'affaires. Leur intérêt de ces personnalités, c'est de rentrer à la source, à l'équateur. Vous avez tout ce bois-là, vous avez toutes ces richesses-là. On a parlé d'ailleurs du marché crédit carbone. Il y a aujourd'hui dans les Bandundu un potentiel agricole immense. Nous avons parlé toujours de 80 millions d'hectares de terres arables. Donc il y a un grand potentiel à l'intérieur. Comme on dit toujours, Kinshasa n'est pas le Congo. Nous avons tous intérêt aujourd'hui, investisseurs, jeunes, à répartir vers la source, vers l'intérieur. Nous allons donc terminer cet entretien. Nous l'avons fait comme première édition d'une longue série de champions bâtisseurs. Là, nous avons été au Kasaï oriental, dans les territoires de Miabi, où nous avons repéré un champion, M. Nicolas Kazadi, qui était d'ailleurs dans ce combat accompagné de M. Godé Kankou. Parce que c'est le Kasaï, parce que c'est les Chiluba, parce que c'est la culture, parce que c'est quand même les valeurs de chez nous. Nous allons nous séparer. Je vais demander qu'on nous mette un petit chant en Chiluba
pour faire plaisir à M. Godekankou, hein, dont la mobilité est très évoluée. Suivons cette chanson et puis nous allons nous séparer. Une autre championne, celle qui a bâti notre culture sur base de notre authenticité. Nous avons vraiment une pensée pieuse pour Kalamwana. Nous espérons vous retrouver, amis téléspectateurs, à une autre occasion. Nous allons nous battre pour que chaque mois, il y ait au moins, parmi les émissions que nous faisons sur Chemin Critique, il y aura une émission sur la découverte des champions bâtisseurs. Vous êtes des bâtisseurs. Ne négligez pas ce que vous faites pour la population. Ne négligez pas. Vous avez donné un peu d'argent pour qu'un enfant puisse étudier toute une année. Vous avez bâti son avenir. Vous avez donné un peu de l'eau à boire à des personnes qui en avaient besoin. Vous avez bâti l'avenir. Ce que nous faisons pour la société, c'est ce qui nous permet d'être des bâtisseurs. Mais parmi nous, il y a des champions et ils font un peu plus que la moyenne. Mesdames et messieurs, avec joie, je dis merci à M. Godekankou et je vous retrouve à une autre occasion. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Au revoir. Willy.